L'aventure est un état d'esprit. Elle se trouve dans le cœur de l'homme. L'aventure, c'est être capable de refuser son destin, être prêt à partir à tout moment, concevoir encore et toujours de nouveaux projets. Ne pas être assis, c'est en un mot vivre sa vie et la construire. Et ça me donnait une gifle en plein visage. Et c'est à cet instant-là que j'ai pris la décision que c'était fini de l'informatique. Je donnais ma démission, je renouvelais pas mon contrat à la fin de celui-ci. Puis cette journée-là, les larmes sont arrêtées. Miraculeusement. Bienvenue sur Canadair, le balado du Canada en France. Je suis Marie Cousin et je vous propose ici un vol un peu spécial, car ce n'est pas une, mais 3 histoires que je vous raconte aujourd'hui. D'abord, il y a l'histoire incroyable de notre invité, que vous venez d'entendre citer Paul-Émile Victor. Après 23 ans de bons et loyaux services dans son entreprise, France Rivet a décidé de suivre sa petite voie intérieure pour se consacrer à sa passion, le Grand Nord et l'aventure. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient aussi de sceller son destin à celle des communautés inuites du Nunatsiavut. Le Nunatsiavut, c'est cette partie du territoire de Terre-Neuve et Labrador, autonome et gérée par les Inuits. C'est au large de ces côtes sauvages du Labrador, sur le pont d'un petit bateau, que France Rivet va faire une promesse qui fera basculer sa vie. Avec France, ce sont 2 moments forts et terribles de l'histoire de ce peuple et du Canada qu'on touche du doigt. C'est donc avec les rétrofusées de Canadair que nous voyagerons aujourd'hui. Le premier moment se situe à la fin du XIXe siècle, en 1880. L'Europe coloniale de Berlin à Paris se passionne pour ce qu'elle appelle alors des spectacles ethnographiques. Des zoos humains, pour dire vraiment les choses. Des Européens sont envoyés au Labrador pour recruter ceux qu'ils appellent alors des Esquimaux, les Inuits. Ce sera le sort subi par Abraham Ulrikab et sa famille, dont l'histoire tragique va bouleverser France, au point de la transformer en enquêtrice du passé. Une casquette qu'elle ne lâchera plus. France est bien décidée à utiliser sa langue maternelle francophone pour faire parler les archives, connaître la fin de l'histoire, voire même pour aider à l'écrire un peu. C'est aussi sa langue française qui lui permettra de retracer les derniers moments d'un héros de guerre, le caporal John Chiwak. Cette fois, nous sommes en 1917. La Première Guerre mondiale ravage l'Europe et le Canada, sous commandement britannique, participe à l'effort de guerre. Le caporal John Chiwak a quitté sa communauté inuite pour rejoindre le régiment de Terre-Neuve et Labrador. Comme près de 70 000 Canadiens, il tombera au combat. Cela s'est passé à Magnières, dans le nord de la France. Parés pour un voyage spatio-temporel avec notre enquêtrice, bouclez votre ceinture, c'est parti. Nous sommes en 2009, France a lâché son écran d'ordinateur et est partie vivre quelques semaines sur l'île déserte de Somerset, dans l'archipel arctique canadien. Le Grand Nord l'a attrapée et ne la lâchera plus. Quelques mois plus tard, elle embarque pour une croisière le long des côtes du Labrador et fait une rencontre décisive sur le pont du bateau. Ce monsieur-là, dès la première journée, je le voyais se promener sur le pont avec 2 caméras autour du cou et ça m'intriguait qui il était. Mais un matin, on est arrivé face à face sur le pont du bateau et les 2, on avait la même tuque. Une tuque, c'est un bonnet de laine. On avait des tuques identiques. Je me suis dit, mais mon doux, faut qu'on se parle. Puis c'est comme ça qu'on a engagé la conversation. On a vu qu'on venait de la même région du Canada et lui était content de présenter, d'avoir rapporté des livres qui parlait de l'histoire d'Abraham, et c'est lui qui m'avait dit « France, il faut que tu ailles à la bibliothèque du bateau pour lire cette histoire-là. On s'en va justement dans les communautés d'où ces gens-là venaient. » Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à la bibliothèque du bateau. J'ai emprunté le livre. Puis, on raconte l'histoire des Inuits
qu'ils ont été recrutés par un Norvégien. Ce Norvégien s'appelle Johan Adrian Jacobsen. Nous sommes en août 1880 quand il arrive dans la communauté d'Hébron. Sa mission ? Recruter des Esquimaux, comme il dit, à exhiber en Europe. Mais l'accueil n'est pas vraiment celui qu'il espérait. Quand Jacobsen est arrivé, quand il est débarqué et qu'il a présenté son projet, les missionnaires, il n'est pas question qu'on vous aide à recruter des Esquimaux à l'époque. Il n'est pas question qu'on vous aide à recruter des Inuits, que personne de chez nous va être exhibé en Europe, ça se fait pas. Donc, les Inuits eux-mêmes, parce que les missionnaires refusaient, personne ne voulait s'engager. Au XVIIIe et XIXe siècle, les missionnaires moraves, issus d'un courant protestant d'Europe de l'Est, ont ouvert 8 missions au Labrador, dont l'une à Hébron, la communauté d'Abraham. Et pour le père de famille, la situation n'est pas simple. Abraham, il était de foi chrétienne. Il avait été christianisé par les missionnaires moraves, donc il avait une éducation, il savait écrire, il jouait de la musique, et puis, mais il avait de la difficulté à faire vivre sa famille par les revenus qu'il gagnait de la pêche. Puis ça faisait un bout de temps qu'il implorait le Seigneur de l'aider à se sortir de la misère. Son père était décédé aussi récemment et il avait laissé une dette au magasin général et Abraham se sentait la responsabilité de rembourser cette dette-là. Donc quand lui a vu un jeune Norvégien arriver à Hébron au Labrador proposant de l'argent pour un emploi qui lui semblait relativement facile, d'aller démontrer sa culture devant les Européens, montrer comment il faisait la chasse aux phoques, comment il vivait. Donc pour lui, ça semblait être la réponse du Seigneur à ses problèmes. C'était le Seigneur qui lui envoyait cet homme-là pour l'aider à mieux faire vivre sa famille. Donc, il a décidé de partir. Et il a aidé Jacobsen à recruter une autre famille aussi. Donc, ils étaient 8 en tout à partir pour l'Europe. Le 26 août 1880, Abraham, 35 ans, Ulrike, 24 ans, son épouse, Sarah et Maria, leur fillette de 3 ans et demi et 10 mois, Tobias, le jeune aventurier de 20 ans, et la deuxième famille, Tigagnac, 45 ans, Pengu, 50 ans, son épouse, et Nukassak, leur fille de 15 ans. Tous embarquent sur la goélette Eisbar et arrivent à Hambourg le 24 septembre 1880. Abraham commence son journal. Abraham a commencé la rédaction de son journal quand il était à Berlin, donc environ 1 mois après être arrivé. Et la première chose qu'il dit, c'est « Mon doux, c'est donc pas beau ici à Berlin. Il y a beaucoup trop de bruit, les enfants qui viennent, la foule, le bruit constant, jour et nuit. » Le bruit de la rue, les chevaux, les tramways, les gens qui les regardent, qui veulent les toucher. Ça, il n'était pas habitué. Lui, il venait d'une petite communauté de 200 personnes, perdues dans les montagnes, sans aucun lien terrestre avec les autres communautés. Pour se rendre dans les communautés le long de la côte, c'était uniquement par bateau, là. Puis d'arriver, il avait entendu parler de l'Europe par les missionnaires qui l'avaient éduqué. Donc, il avait entendu parler de Paris, de Berlin. Il savait où toutes ces villes-là étaient sur la carte. Et il avait la curiosité de les voir, ces endroits-là. Il avait aussi espoir de revoir certains des missionnaires qu'il avait côtoyés au Labrador, qui étaient repartis en Europe. Donc, pour lui, c'était l'aventure, mais je pense pas qu'il avait pas conscience de
tous ces à côté-là, le bruit, juste les arbres aussi. Pour lui, la ville d'où il venait, Hébron, c'est en haut de la ligne des arbres. Donc, d'être au parc, puis d'avoir les arbres qui lui bloquent la vue, qu'il voit pas à perte de vue, ça l'incommodait aussi. Mais à quoi ressemblent les journées du petit groupe derrière les grilles de ce parc? Habituellement, ils étaient installés aux abords d'un petit étang. On avait construit des huttes, une hutte pour chaque famille. Puis, ils étaient arrivés avec tout leur attirail, tous leurs ustensiles de cuisine, tous leurs vêtements, les traîneaux à chiens, l'équipement de pêche. Puis, ils vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Il y avait des barrières qui séparaient les huttes de la population européenne. Donc, les gens pouvaient circuler, les observer. Eux vaquaient à leurs occupations ordinaires. Mais quelques fois par jour, ils faisaient des démonstrations. Ils faisaient des démonstrations de chasse aux phoques, de comment manœuvrer le kayak. Ils faisaient des démonstrations avec leurs traîneaux à chiens. Les conditions de vie pèsent sur le groupe. Et Abraham, qui avait vu dans la proposition du Norvégien un moyen de s'en sortir et de découvrir l'Europe, n'a plus qu'une envie, rentrer à la maison. Moins d'un mois après son arrivée à Berlin, voici ce qu'il écrit dans son journal. Un an a passé, c'est bien trop long, parce que nous voudrions rentrer vite dans notre pays, parce que nous sommes incapables de rester toujours ici. Oui, vraiment, c'est impossible. Après une première série de représentations à Hambourg, la troupe part pour Berlin, puis Prague et Francfort. Rendus à la mi-décembre, ils étaient à Darmstadt, en banlieue de Francfort. Et là, soudainement, la jeune fille Nokasak, de 15 ans, est tombée malade. Les médecins n'ont pas pu diagnostiquer ce qu'elle avait, puis elle est décédée. Le groupe a continué à Krefeld, à la frontière avec la Belgique. Puis là, c'est là qu'ils ont célébré Noël, 1880. Tout allait bien, mais dans la nuit de Noël, c'est Pengu, la mère de la jeune Nokasak qui était décédée, qui, elle, est tombée malade. Les médecins sont venus encore, puis ont dit « Inquiétez-vous pas de problème, c'est juste des rhumatismes. » Puis, mais 10 minutes après qu'ils soient partis, elle est décédée. Pour le petit groupe, l'aventure européenne est un cauchemar. Exhibés, ils sont aussi rattrapés par les virus. Personne n'a pensé à les vacciner. Sarah, la petite fille de 3 ans, déclare à son tour les symptômes de la variole. Elle est hospitalisée, mais c'est déjà trop tard. Abraham est allé avec elle à l'hôpital. Ils ont été obligés de la laisser là-bas. Le groupe était attendu à Paris. Donc, le reste de la famille, le reste de la troupe ont pris le train pour Paris. Et quand ils sont arrivés le 31 décembre au matin, ils ont reçu un télégramme comme quoi la fillette était décédée à Krefeld. Ils ont été vaccinés tout de suite en arrivant à Paris. Ils ont été exhibés pendant 1 semaine au jardin d'acclimatation. Puis le 8 janvier, tout le monde a été admis à l'hôpital Saint-Louis, à l'unité des varioleux. Puis ils sont décédés au cours de la semaine suivante, un après l'autre. Abraham est décédé le 13. La dernière survivante, c'était son épouse Ulrike, qui est décédée le 16 janvier. Donc leur aventure européenne avait duré moins de 4 mois. Cette histoire tragique, France la découvre à travers les yeux d'Abraham, en dévorant son journal dans la bibliothèque du bateau qui l'emmène le long des côtes du Labrador. Mais France reste sur sa faim. Il n'y avait aucun détail sur les événements qui s'étaient déroulés à Paris. Et sur le bateau, aussi, il y avait une dame inuite qui était le guide de Parc Canada, qui avait aussi emprunté le livre à la bibliothèque. C'était la première fois qu'elle entendait parler de cette histoire-là. Sa famille venait d'Hébron, la même communauté d'Abraham, et elle portait le même nom que Nokasak, la première des Inuits à être décédée en Europe. Puis elle était vraiment choquée de ce qu'elle lisait, de ce qui était arrivé pour elle, c'était ses ancêtres.
Puis, je leur ai fait la promesse que, puisque moi, ma langue maternelle est le français, que j'essaierais à temps perdu de trouver des informations sur qu'est-ce qui est arrivé à Abraham. Je me disais, si au moins je peux savoir dans quel cimetière ils ont été inhumés, ça donnerait aux Inuits d'aujourd'hui un lieu où ils pourraient aller se recueillir, dire c'est ici qu'ils sont, là. Cela lui prendra 1 an pour remonter la piste. Un premier article, un nom et enfin des rapports d'autopsie de l'époque, des textes évoquant des moulages de cerveau inuits et la conservation d'une calotte crânienne. France décide de tenter sa chance et écrit au musée parisien pour savoir s'ils ont toujours en leur possession ces restes humains. En moins de 24 heures, j'avais la réponse du Muséum d'histoire naturelle qui me disait « Bonjour, Madame Rivet, on est désolé de vous dire qu'on n'a pas les moulages de cerveau, mais la calotte crânienne, oui, on l'a. Et nous avons aussi les squelettes montés des 5 Inuits décédés à Paris en janvier 1881. Ils m'ont donné les noms, les âges, d'où ils venaient. C'était un match parfait, là. C'était Abraham, son épouse, sa petite fille de 13 mois, Tobias et Tigianiak le chaman. Donc, le menton m'a tombé au plancher et là, je tournais en rond dans mon bureau me disant « Mais qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que ça implique là, que les squelettes sont encore là? » Jamais l'idée que les squelettes étaient encore à Paris, ça m'était jamais venu en tête, là. Fait que j'ai pris un avion peut-être 1 mois plus tard et je suis allée rencontrer le monsieur qui m'avait fait cette belle annonce. Et lui, le responsable des collections d'anthropologie biologique au muséum me disait que si les Inuits voulaient ravoir ces squelettes, que le musée ne s'opposerait pas à la demande de rapatriement parce que ce sont des squelettes identifiés. Ils ont un nom. Les squelettes anonymes, leur politique est de les conserver, mais pour ceux qui sont identifiés, ça, quand le pays en fait la demande, ils vont les retourner. Mais moi, je pouvais pas faire cette demande-là. Il fallait que ça provienne de la famille ou de la communauté d'origine. Alors pour France a commencé une nouvelle aventure, avec les autorités canadiennes et avec la communauté inuite des descendants d'Abraham. Le Nunatiavut, c'est la partie nord de la péninsule du Labrador, qui est un territoire autogéré par les Inuits du nord du Labrador. Ils ont un gouvernement, un président, des ministres, donc c'est eux que j'ai contactés. Puis ils m'ont fait rencontrer leur ministre de la Culture, Johannes Lampe. Et Johannes avait jamais entendu parler de l'histoire d'Abraham non plus, là. Et pour lui, ce qu'il m'a dit, c'est que oui, c'était une histoire importante à raconter, mais avant d'annoncer à leur population qu'on avait retrouvé les squelettes de ces gens-là, il leur fallait avoir toutes les informations. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui en Europe de ces gens-là? France est donc partie en Europe sur les traces d'Abraham. Elle en a fait un livre et surtout est venue exposer au comité des anciens du Nunatiavut ce qu'étaient devenus Abraham et ses compagnons inuits. Avec l'accord des anciens, le ministre de la Culture du Nunatiavut a décidé à son tour de se rendre en Europe. Ce fut un véritable choc. Johannes est convaincu qu'Abraham doit revenir et ce qui lui a fait réaliser que oui, c'était officiel qu'Abraham doit rentrer à la maison, c'est quand il a vu les squelettes au muséum, dans les réserves, et qu'il a vu qu'ils étaient gardés debout et non pas couchés. Ils sont montés sur des tiges de métal et ils sont à la verticale. Pour lui, pour le repos des âmes de ces gens-là, il faut qu'ils soient couchés. Donc lui est d'accord. Les aînés sont d'accord. Le muséum a dit qu'il ne s'opposerait pas au rapatriement. Et en 2013, à l'initiative de l'ambassade du Canada à Paris, dans un
dans un accord de coopération entre la France et le Canada, le président Hollande et le premier ministre Harper ont signé une entente dans laquelle on lit que les deux pays s'engagent à collaborer avec les autorités pertinentes pour rapatrier au Canada les ossements inuits qui sont dans les musées français. Donc, l'autorisation des plus hauts diplomates des deux côtés de l'Atlantique a été obtenue. Donc, c'est juste une question de temps. La balle est dans le camp des Inuits, mais il faut respecter leur façon de faire. À travers l'histoire d'Abraham Ulrikab, France s'est en quelque sorte connectée à la communauté inuite. C'est dans l'avion qu'il emmenait à la rencontre des aînés pour exposer le résultat de ses recherches sur Abraham et les siens qu'elle est tombée sur un autre destin, celui du caporal John Chewak. John Chewak, c'est un héros au Labrador. John Chewak, il était un chasseur, un pêcheur. Et dans le régiment de Terre-Neuve, il était reconnu comme un des meilleurs tireurs d'élite. Pour lui, qui était habitué à chasser, à attendre sans bouger qu'un phoque se sorte la tête de son trou pour le viser, c'était facile de faire la même chose avec les Allemands. Donc, il était un très bon tireur d'élite. C'était quelqu'un qui était reconnu dans son régiment. Et le fait qu'il soit jamais rentré à la maison et que le capitaine, à son décès, ait confirmé que oui, c'était un de leurs meilleurs hommes. Il a toujours eu cette aura-là de héros au Labrador. Mais personne ne savait qu'est-ce qui lui était vraiment arrivé. Il n'en fallait pas plus pour que France reprenne sa casquette de détective et qu'elle plonge dans les archives militaires. Armée de coordonnées géographiques, elle écrit au maire de Magnières et lui raconte l'histoire de John Chewak, tombé durant la bataille de Cambrai en 1917. En juin 2018, France traverse l'Atlantique et se retrouve dans le nord de la France. Avec l'aide de l'historien local Jean-Marie Labre, elle retrace les dernières 24 heures du soldat inuit. Donc, quand je suis arrivée à Magnières au mois d'août, j'ai été accueillie par M. Labre et par M. le maire sur les marches de l'hôtel de ville. Puis avec M. Labre, on est parti un après-midi complet à marcher. On a retracé les pas de John ces derniers 24 heures. Puis avec les coordonnées géographiques, M. Labre a été capable d'identifier où il avait été enterré. Et c'était dans un trou d'obus qui aujourd'hui se trouve sous le stationnement de l'école primaire. Et c'est lui, pendant qu'on était justement là, sur le stationnement de l'école, qui m'a dit « Mais France, pour nous, c'est vraiment spécial de savoir qu'un Inuit est parti du nord du Labrador pour venir libérer notre communauté, là. Donc, si la famille le veut, il était prêt à faire des démarches pour demander qu'une plaque commémorative soit installée sur le mur extérieur de l'école. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, au retour au Canada, mon rôle à moi, c'était de trouver des descendants de la famille et leur demander « Voulez-vous une plaque? » Et ça aussi, ça a pris quelque temps. J'ai rédigé un document qui expliquait tout ce que je savais dorénavant, les photos que M. Labre m'avait données. Puis j'ai fini par trouver des descendants. Mais eux aussi, la réponse n'a pas été oui tout de suite. Il fallait qu'ils se rencontrent en famille. Il fallait consulter les autres membres de la famille pour obtenir un consensus. Et ce consensus-là a été obtenu en avril 2019. Sans l'arrivée de l'épidémie de Covid-19, la plaque aurait été installée en juillet 2020 sur le mur de l'école de Magnières, en souvenir de John Chewak et du sacrifice de tous ces Canadiens venus se battre en France.
Je n'allais pas laisser filer notre invité sans lui poser les 2 questions de Canadair. Je lui ai donc d'abord demandé de me citer une source d'inspiration. Si on reste dans le thème Inuit là, et d'Abraham, je vous donnerais le nom d'un duo de Yayi et Chelsea June qui forment le duo Twin Flames. C'est un couple, lui est Inuit Mohawk, elle est Cree Algonquine. Puis les deux ont eu des vies difficiles, mais ils ont réussi à s'en sortir après s'être rencontrés et après avoir laissé la musique devenir leur passion, la musique et leur culture. Et puis, je lui ai demandé ce qui la rendait optimiste. Encore sur la thématique des Inuits, ils regagnent de la confiance et de la fierté dans leur culture. Il y en a de plus en plus qui se réapproprient leur culture, qui veulent apprendre la langue. Puis il y a maintenant aussi 2 écoles où les jeunes peuvent aller pour apprendre sur leur culture et pour être des gestionnaires de demain, là, mais avec les principes, les règles traditionnelles inuites. Merci France pour ces voyages dans le temps qui nous éclairent également sur le présent et l'avenir. Merci aussi de nous inciter à écouter peut-être d'un peu plus près notre petite voix intérieure. À bientôt sur Canadair.